La discrétion du spectateur est conseillée. Cette vidéo est uniquement destinée à des fins éducatives et de divertissement. Ce qui suit est basé sur des témoignages vérifiés devant un tribunal fédéral, tels que rapportés par Presse du Centre-Ville. Nous en sommes au 10e jour du procès Diddy et dans une salle d'audience de Manhattan bondée de journalistes, d'avocats et sous l'attention du pays entier, un nouveau rebondissement s'est produit. Ce qui était autrefois le royaume fastueux de la culture des célébrités est devenu le cœur de l'un des scandales les plus explosifs de l'histoire de l'industrie musicale. Personne ne s'attendait à ce qui allait suivre. Une autre personnalité de premier plan a témoigné. Une nouvelle couche de secret a été levée. Cette fois, il s'agissait d'Ashton Kutcher, un nom qui évoque le rire, les sitcoms, les comédies romantiques et l'entrepreneuriat technologique. Pour des millions de personnes, il est le farceur, la star charmante, l'investisseur à l'image dorée. Mais par une sombre matinée de printemps, sous les lumières fluorescentes crues d'un tribunal fédéral, rien de tout cela n'avait d'importance. Il n'était pas là pour plaisanter. Il n'était pas là pour faire une performance. Il était là en tant que témoin. Et lorsqu'Ashton Kutcher s'est enfin avancé, la salle d'audience a plongé dans un silence si tendu qu'on pouvait entendre le bruit des papiers froissés. Sa célébrité s'est évanouie. Restait un homme confronté à un moment qu'il ne pouvait plus éviter. Ce moment où le silence ne pouvait plus masquer la vérité. Sean Diddy Combs est désormais accusé d'une multitude de crimes fédéraux, allant du trafic à la conspiration liée au crime organisé. Et Ashton, autrefois un habitué du cercle hollywoodien exclusif de Diddy, n'était plus invité à la fête. Il était un témoin clé sous serment. Sa seule présence changeait l'atmosphère. Mais c'est ce qu'il disait qui changeait tout. Lorsqu'Ashton commença à parler, il devint immédiatement clair qu'il ne s'agissait pas d'un coup de pub ni d'une manœuvre pour limiter les dégâts. C'était un aveu. Une révélation. Une trahison des règles tacites qui avaient régi une culture du silence. C'est à ce moment-là qu'Ashton Kutcher a finalement rompu le silence, et ce qu'il a révélé n'était que le début. Dès son arrivée à la barre du témoin, on a senti la transformation. Il n'était ni l'acteur prétentieux, ni l'investisseur raffiné de la Silicon Valley. Il était simplement un homme entouré des décombres de ce qu'il considérait autrefois comme normal. Le procureur n'a pas perdu de temps. Monsieur Kutcher, reconnaissez-vous cette image? Les yeux d'Ashton se posèrent sur l'écran. Il n'hésita pas. Son visage perdit ses couleurs. C'était une image granuleuse de 2009. Il était au centre, chemise à moitié déboutonnée, verre à la main, rire figé au milieu de l'image sous un éclairage tamisé. Oui, dit-il à voix basse. C'était à la soirée blanche de Diddy. Et avec cela, le mythe soigneusement construit du glamour des célébrités a commencé à s'effondrer. Il l'admit sans détour. J'étais son ami. Je l'admirais. Mais ce qui suivit coupa le souffle à la salle. Il y a des choses que j'ai vues, et des choses que j'ai choisi d'ignorer. Il commença à citer des noms à la clique autrefois célèbre d'Hollywood, Diddy, Danny Masterson, Wilmer Valderrama et lui-même. Ce qui avait commencé comme des rassemblements glamour et des divertissements inoffensifs s'était peu à peu transformé en quelque chose de plus orchestré, de plus calculé. Quelque chose de plus sombre. Il a décrit la transformation, les fêtes sont devenues des environnements scéniques, soigneusement organisés et étroitement contrôlés. Sur invitation uniquement. Les téléphones sont récupérés à l'entrée. Et les accords de confidentialité sont distribués comme des cadeaux d'invités. Personne n'en a jamais parlé, dit-il doucement. Je n'ai pas posé assez de questions. J'aurais dû. Le procureur a insisté, évoquant un rassemblement survenu en 2013 dans l'une des propriétés privées de Diddy. Puis est arrivé le moment où la tension a fait place à la stupeur dans la salle d'audience. Un enregistrement a été joué. On entendait de la musique en fond sonore, mêlée de rire. Puis une voix se fit entendre incontestablement celle d'Ashton. Je ne pense pas qu'on devrait filmer ça, a-t-il dit. Sérieusement, c'est trop. La musique continuait de jouer. Une autre voix répondit, calme et posé. Du calme. Tout est réglé. Ils ont déjà signé. Le procureur a croisé le regard d'Ashton. À qui faisiez-vous référence? Un long silence suivit. Ashton jeta un bref coup d'œil vers la table de la défense. Diddy resta immobile. Finalement, Ashton a répondu. Des invités, dit-il. Certains étaient mannequins. D'autres, non. La plupart ne savaient pas dans quoi ils mettaient les pieds.
Il bougea sur son siège, visiblement mal à l'aise. Il ne savait pas ce qui allait se passer. Pas vraiment. Il ne s'agissait plus d'une fête de célébrité. Il s'agissait de manipulation. De pouvoir. Ashton poursuivit. Il détailla le fonctionnement de ces rassemblements exclusifs, les téléphones manquants, les salles surveillées, les règles tacites. Chacun signait quelque chose. Même lui, plus d'une fois. À l'époque, ça me semblait normal, a-t-il dit. Je pensais que c'était comme ça que fonctionnait le secteur. Mais maintenant, je me demande ce que j'ai abandonné sans le savoir. Il marqua une pause, les yeux baissés, puis releva la tête. Il y avait un côté à ces fêtes que je ne voyais pas, mais que je ressentais. Et quand j'ai enfin commencé à le voir, je n'ai toujours pas réagi. On sentait le changement dans la salle. Ce n'était pas un homme qui plaidait l'innocence. C'était un homme qui mettait à nu le prix de sa complicité, les années de silence, l'image qu'il protégeait, la vérité qu'il refoulait. Sa voix s'adoucit. Ses mains tremblaient légèrement. Il ne se défendait plus. Il se déchargeait d'un fardeau qu'il portait depuis bien trop longtemps. Et puis, c'est devenu plus sombre. Il raconta comment les choses étaient devenues plus secrètes, plus paranoïaques. Les amitiés qui lui étaient autrefois chères étaient devenues froides, calculatrices. Il ne s'exprimait pas avec colère. Il parlait avec la douleur de quelqu'un qui réalise lentement que la frontière entre glamour et corruption avait été franchie depuis longtemps. Puis vint le nom, un nom que personne n'aurait pensé qu'il prononcerait si clairement. Didi et Danny, ils étaient plus proches que les gens ne le pensaient. En coulisses, a expliqué Ashton, les choses ont basculé. Le procureur a diffusé une autre vidéo, cette fois de la même soirée blanche de 2009. En apparence, il s'agissait d'un gala de charité. Mais Ashton a regardé l'écran et a dit quelque chose qui a fait halter la salle d'audience. C'était mon idée, dit-il doucement. On avait dit que c'était pour donner en retour. Mais pour être honnête, je crois qu'on vendait autre chose. Il n'a pas dit quoi. Il n'était pas obligé de le faire. L'atmosphère dans la salle d'audience changea. Un non-dit avait enfin été révélé. Une vérité cachée au grand jour, désormais dévoilée. Et Ashton a continué. On ne réussit pas à Hollywood sans savoir se taire, commença Ashton d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. J'avais de l'argent à flot, une image publique impeccable et des relations influentes. Je n'allais pas prendre ce risque, pas à l'époque. Il marqua une pause, et ce qui suivit n'était pas seulement inattendu, ce fut un changement radical dans l'énergie de la salle d'audience. Il ne s'agissait pas seulement d'une liste d'invités, a-t-il poursuivi. Il y avait aussi une liste noire. Il laissa les mots se poser. Si vous commenciez à poser des questions, les invitations s'arrêtaient. Si vous continuiez à creuser, vous étiez complètement coupé. C'était aussi simple que ça. Et puis est venu le nom que tout le monde connaissait mais que personne n'osait prononcer. Il y avait une personne que personne ne contrariait, dit Ashton. Sean Combs. Tout le monde le savait. On ne le défiait pas, surtout si on tenait à sa carrière. Mais ce n'est que l'instant d'après que quelque chose s'est brisé dans la pièce, non pas dans le son, mais dans l'esprit. La voix d'Ashton a encore baissé, et son attitude a complètement changé. Ce n'était plus une performance. C'était une confession. Il y avait une femme à une de ces fêtes, dit-il. Ce n'était pas une célébrité. Juste, une invitée. Il se tourna vers le juge. Je ne dirai pas avec qui elle est venue. Le tribunal a immédiatement scellé ce détail. Mais ce qu'elle m'a dit. Sa voix tremblait, je ne l'ai jamais oublié. Il baissa les yeux, puis regarda directement le jury, les yeux écarquillés, hantés. Ils m'ont dit de ne pas parler, lui avait-elle murmuré cette nuit-là. Une seule phrase. Mais elle est restée gravée dans sa mémoire comme une marque. Cette nuit-là a tout changé, dit-il, la voix crispée par le souvenir. On n'avait plus l'impression d'être à la fête. On avait l'impression que le silence était le prix à payer. Il n'était plus en train d'esquiver ou de charmer. Il n'était plus la star adorable. C'était un homme qui exposait une vérité qu'il portait en lui depuis trop longtemps. J'étais dans ce cercle, a admis Ashton. Et j'en ai vu assez pour savoir que quelque chose n'allait pas du tout. Mais je n'en ai pas fait assez. Je n'ai pas arrêté le processus. La salle d'audience retenait son souffle. Je suis resté silencieux, a-t-il poursuivi. Et ce silence a protégé les mauvaises personnes.
À ce stade, il ne s'agissait plus d'un scandale de tabloïd, mais de quelque chose de plus sombre, de plus profond, de systémique. Le procureur a posé une question qui n'était restée jusqu'à présent que rumeur et ombre. Était-ce un monstre? Ashton ne répondit pas tout de suite. Il semblait visiblement mal à l'aise, comme si le simple fait de prononcer ce mot pouvait susciter une réaction. C'est un événement, dit-il finalement. Privé. Sur invitation seulement. Téléphone confisqué. Parfois, les invités avaient même les yeux bandés. Il hésita. Ils ont présenté ça comme une performance artistique. Mais ce n'en était pas une. Pas vraiment. Il les a ramenés à sa première rencontre, 2005. Je pensais que c'était juste une soirée à thème, se souvient-il. J'ai même amené un compagnon. Mais au bout de 30 minutes, dit-il, il savait qu'il avait fait une erreur. Il y avait des caméras, dit-il doucement. Je n'ai pas remarqué au début. Je l'ai vu plus tard. Il y avait des gens qui avaient l'air effrayés. Il y avait des pièces qu'on n'ouvrait pas sans une tape sur l'épaule. L'accusation a ensuite présenté une preuve numérique, une liste d'invités récupérés sur l'ordinateur portable d'un suspect. Le nom d'Ashton y figurait, accompagné de la mention « feu vert ». Il hocha la tête. Ça signifiait qu'on me faisait confiance. Je pouvais aller n'importe où. Je ne sais même pas ce que j'ai fait pour mériter ce statut, mais je savais ce que ça signifiait. Puis vint la discussion sur la paperasse des accords de non-divulgation qui allaient au-delà du protocole normal d'Hollywood. Les accords de confidentialité ne s'appliquaient pas uniquement aux invités, a expliqué Ashton. Ils s'adressaient à tout le monde, la sécurité, le personnel de restauration et même les artistes. Il se souvenait d'un accord de confidentialité en particulier. 28 pages, dit-il. Je l'ai signé quand même. À l'époque, ça semblait routinier. Du moins, c'est ce qu'il donnait à penser. Mais partir, expliquait-il, ce n'était pas seulement s'éloigner des parties. C'était abandonner un réseau. Un système. Et une fois parti de la mauvaise façon, on ne revenait plus. Quand Ashton a finalement essayé de s'éloigner, il a dit à Didi qu'il en avait fini. On n'abandonne pas, avait dit Didi. Soit on reste, soit on est viré pour toujours. En une semaine, 3 des affaires d'Ashton ont échoué. Puis vint l'appel téléphonique. Tu as rendu quelqu'un nerveux, a averti une connaissance commune. Ashton a regardé directement le jury et, pour la première fois, a mis à nu sa propre image. Je n'avais pas seulement peur pour ma carrière, a-t-il admis. J'avais peur pour ma famille. Ce qu'il avait décrit jusqu'alors bandeau, caméra, invité réduit au silence était déjà dérangeant. Mais ce qui suivit bouleversa complètement le récit. Il ne s'agissait plus de fête d'élite. Il s'agissait d'un écosystème. Une machine. Financée par l'invisible et protégée par l'intouchable. Après la pause, le procureur s'est levé à nouveau. Monsieur Kutcher, a-t-elle demandé, les mêmes personnes qui finançaient ces événements soutenaient-elles également vos entreprises? Ashton prit une grande inspiration. Oui, dit-il. Une grande partie du financement était liée à la situation. Et la plupart d'entre nous ne posaient jamais de questions. Parce que l'argent était bon. Il a expliqué comment Didi lui a ouvert les portes non pas de studios de musique ou de plateaux de tournage mais d'un monde différent, les salons privés de milliardaires, de financiers, de magnats offshore. Des noms que le public ne connaissait pas, mais dont la portée s'étendait jusqu'à Hollywood. Ils ne se contentaient pas d'organiser des événements, a déclaré Ashton. Ils ont bâti des entreprises autour d'eux. Certaines étaient des marques lifestyle. D'autres ressemblaient à des startups médiatiques. Mais sous la surface, affirmait-il, beaucoup n'étaient que des outils, des façades de recrutement, des réseaux de surveillance, des organisations de collecte de données déguisées en entreprises créatives. Le nom d'un investisseur est apparu à plusieurs reprises dans les projets d'Ashton. Plus tard, ce même nom est apparu sur des sociétés écrans liées à Didi. Ils appelaient ça du conseil, dit Ashton. Ou de l'organisation d'événements. Mais si on synchronisait les paiements, ils s'assuraient de la correspondance des nuits. Même jour. Mêmes adresses. Il a admis avoir signé des dizaines de contrats avec des SARL et des entreprises qu'il n'a jamais vraiment comprises. Ils m'ont dit que c'était pour protéger la propriété intellectuelle, a-t-il déclaré. Maintenant, je pense que c'était pour cacher le véritable financement. Puis est arrivée l'application.
On le présentait comme une plateforme de vie nocturne élégante. Des millions de dollars de financement, un buzz de célébrité. Puis, il a disparu. Cette application est désormais gelée par les enquêteurs fédéraux, pour suspicion de blanchiment d'argent et de suivi non autorisé des utilisateurs. Je ne savais pas, dit Ashton d'une voix tremblante. Mais, j'aurais peut-être dû. Il a décrit un projet différent en 2016, cette fois pour une plateforme de talent direct, qui prétendait mettre en relation les acteurs avec les producteurs. Cela semblait inoffensif. Jusqu'à ce qu'il atteigne une diapositive particulière du jeu, évaluation du comportement, profilage psychologique, analyse d'antécédents secrètes. Ça m'a fait froid dans le dos, a déclaré Ashton. Je suis parti. Mais d'autres non. À cet instant, le tribunal comprit qu'il ne s'agissait pas seulement de souvenirs flous de fêtes endiablées ou des limites floues des plaisirs de la célébrité. Il s'agissait de machines. D'infrastructures. Un système soigneusement construit, enveloppé du faste de la célébrité et du frisson de l'exclusivité, alors qu'en profondeur, il opérait tel un prédateur silencieux, surveillant, manipulant, utilisant. Ashton était immobile. Sa voix était à peine plus forte qu'un murmure. Je n'ai pas seulement investi dans la machine, avoua-t-il. J'ai contribué à sa construction. Et quand la nuit a commencé à tomber, j'ai essayé de m'enfuir. Le silence retomba, mais cette fois, il semblait plus pesant. Ashton avait passé l'heure précédente à révéler un réseau caché, contrat secret, accord de confidentialité enfoui, souvenir troublant. Mais maintenant, il reporta le poids du récit sur lui-même. Il baissa les yeux, inspira lentement et expira la vérité. On ne quitte pas une telle chose comme ça, a-t-il déclaré. On ne quitte pas une fête, on quitte tout un écosystème. Il a ensuite rappelé la fracture pivotale. C'était en 2014, dit-il doucement. J'ai dit à Didi que je ne viendrais plus. Ce n'était pas drôle. Je ne me sentais pas en sécurité. Je ne me sentais pas comme ça. Et c'est à ce moment-là que la ligne a été tracée. Didi n'a pas élevé la voix, mais le message était sans équivoque, on n'abandonne pas. On est dedans, ou on est dehors pour toujours. Ce n'était pas formulé comme une menace. Mais Ashton savait que c'en était une. En quelques jours, 3 contrats majeurs dans lesquels il était impliqué ont échoué de manière inexplicable. Aucun appel. Aucune explication. Juste un silence délibéré et stratégique. Puis il a reçu un appel d'une personne proche, de quelqu'un en qui il avait confiance, un ami commun. Tu as rendu quelqu'un nerveux, dit simplement l'ami. Et comme ça, Ashton a vu le masque tomber. Il n'était pas paranoïaque. Il était averti. Je n'avais pas seulement peur de perdre des revenus, a-t-il admis. J'avais peur pour ma famille. Il a ensuite expliqué quelque chose que la plupart des étrangers ne comprennent pas. À Hollywood, le pouvoir ne crie pas toujours. Parfois, il cesse tout simplement d'appeler. Il refroidit les salles. Il efface des opportunités autrefois assurées. Il réécrit votre histoire en votre absence. Didi n'eut pas besoin de lever la main. Il cessa simplement de répondre. Et cela suffisait à tout dégénérer. Pendant un moment, Ashton resta silencieux, espérant que la tempête passerait s'il se faisait discret. Mais l'enveloppe arriva. Pas de nom. Pas d'adresse de retour. Juste une clé USB. Je l'ai branchée, a dit Ashton. C'était des images de 2012. Une de ces fameuses fêtes. Ce n'était pas illégal. Mais c'était accablant. Privé, humiliant. Le genre d'image qui pouvait ternir l'image publique qu'il avait si soigneusement préparée. J'ai tout de suite compris, dit-il. Ce n'était pas un avertissement. C'était un rappel. Après cela, il a changé de stratégie. Il n'a pas tenu de conférence de presse. Il n'a pas fait de déclaration. Il a simplement commencé à disparaître, discrètement. Il s'est retiré de plusieurs projets. Il a décliné des dîners. Il a cessé de se rendre sur les tapis rouges et aux after-parties. Et presque immédiatement, la réaction s'est fait sentir. À chaque fois que j'essayais de me rétracter, se souvient-il, il se passait quelque chose. Une fuite de rumeurs, un procès mystérieux, un email piraté ou toujours quelque chose destiné à faire vaciller. Il n'était plus exclu, il était traqué. Un franc, l'un de ses plus proches confidents, disparu de leur cercle sans explication.
Ashton pensa qu'il avait besoin d'espace. Mais un appel prépayé arriva. Tu en sais trop, dit un franc d'un ton neutre. Sors. C'est alors qu'Ashton a pleinement compris qu'il ne s'agissait pas seulement de réputation. Il s'agissait de contrôle. D'effacement. Plus il tentait de prendre ses distances, plus les ficelles devenaient visibles. Il n'était pas seulement exclu des réunions, il était rayé du système. Caviardé. Début 2017, Ashton s'était presque complètement retiré. Il évitait la presse et les événements. Mais le destin l'a mis face à Didi lors d'un gala de charité prestigieux à Los Angeles. Il m'a serré dans ses bras comme si tout allait bien, a dit Ashton. Tu as raté quelque chose, m'a-t-il dit. Puis Didi se pencha, les yeux froids, la voix calme, tu devrais faire attention à ce dont tu ne te souviens pas. Aucune menace. Aucune hostilité. Juste ça. Et Ashton se figea. Quelques semaines plus tard, une autre enveloppe est arrivée, une autre clé USB. D'autres images de 2012. Là encore, rien de criminel. Mais intrusif, honteux, personnel. C'est comme ça qu'ils opéraient, dit Ashton. Ils n'avaient pas besoin de vous menacer. Ils vous mettaient dans l'embarras pour vous soumettre. Après cela, il a cessé de chercher à rationaliser. Il a juste essayé de survivre. Puis, en 2018, il reçut un appel qui le bouleversa profondément, non pas des médias, ni d'avocats, mais d'une personne proche de lui. Un ami. Il y a une affaire civile en vue, dit la voix. Un membre du RAPAC est sur le point d'être démasqué. Mais ne vous inquiétez pas, on s'en occupe. C'est à ce moment-là qu'Ashton a déclaré que tout s'était mis en place. Il ne s'agissait pas de révéler la vérité, a-t-il déclaré au jury. Il s'agissait de préserver l'illusion. J'y ai contribué. Il a réalisé combien de fois il avait été complice en aidant à détourner les projecteurs, en orchestrant des opérations de communication pour dissimuler des faits, en programmant des photos sur le tapis rouge et des campagnes de dons pour étouffer le scandale. Je pensais protéger mon nom, a-t-il admis. Mais j'aidais à oublier la douleur des autres. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à couper les ponts, à réécrire les contrats, à déplacer les actifs, à disparaître lentement et discrètement. Mais voici le truc, dit-il, même lorsque vous quittez la pièce se souvient de votre présence. En 2020, Ashton avait tout fait pour redorer son blason. Il avait investi dans des associations, donné des interviews pleines d'espoir, inondé ses réseaux sociaux de messages sur sa famille, ses startups et des œuvres caritatives. Mais derrière cette sélection impeccable, il continuait de courir. Je pensais qu'en supprimant suffisamment de choses, en m'isolant suffisamment, en prenant suffisamment de distance, cela disparaîtrait, a-t-il dit. Mais non. L'ombre a suivi. Et puis, le monde a rattrapé son retard. Il a recommencé à entendre le nom de Didi, non pas dans des chansons, ni dans des boîtes de nuit, mais dans des assignations à comparaître et des transcriptions de procès. Puis vint la fissure dans le barrage. Une vidéo a fait surface, une vieille fête. Ashton, devant la caméra, s'adressait à quelqu'un hors champ, il faut juste les calmer jusqu'à ce qu'on commence. Ce n'était ni explicite ni violent. Mais c'était suffisant. Internet a explosé, a déclaré Ashton. Il a tenté de s'expliquer devant le tribunal, ce n'était pas ce que ça semblait être. C'était pour une séance photo de marque. Du moins, c'est ce qu'on lui avait dit. Mais à ce moment-là, personne ne s'en souciait. Les gros titres étaient brutaux. La réaction était incessante. Les soutiens se sont évaporés. Les investisseurs ont fui. Même Mila, sa femme, était furieuse. Elle m'a supplié de tout laisser tomber il y a des années, dit-il doucement. Je ne l'ai pas écouté. Et maintenant, ses enfants posaient des questions auxquelles ils ne pouvaient pas répondre. Pourquoi y a-t-il des caméras dehors? Pourquoi les gens crient-ils ton nom, papa? Ashton n'a pas pleuré à la barre. Il n'a pas crié. Mais à cet instant, il ressemblait à un homme hanté non seulement par ce qui s'était passé, mais aussi par ce qu'il avait laissé faire. Je ne savais même pas quoi leur dire, avoua Ashton, la voix légèrement tremblante. Parce que, honnêtement, je ne pouvais même pas me l'expliquer à moi-même. La salle d'audience se figea. Personne ne bougea. Personne ne respirait. Tous pressentaient ce qui allait suivre et ils savaient que ce ne serait pas facile à entendre. Puis le nom est apparu, Danny Masterson. Le ton d'Ashton changea aussitôt. Sa voix baissa,
presque instinctivement, et l'air dans la pièce s'épaissit. La tension devint palpable. Nous avons débuté ensemble dans ce métier, a-t-il déclaré. Nous partagions tout, les scénarios, les étapes, les pitchs de start-up, les soirées. Même nos cercles d'influence se chevauchaient. Il commença à retracer le réseau étroit et puissant qu'ils avaient tissé au fil des ans. Danny entretenait des liens étroits avec l'église de Scientologie. Ashton fit appel à des investisseurs technologiques de premier plan. Et Didi? Il était au cœur du monde du divertissement. Mais lorsque les premières allégations contre Danny ont fait surface, il ne s'agissait pas seulement d'avocats. Ce qu'Ashton a décrit était bien plus inquiétant, une mobilisation d'influence à grande échelle. Non pas pour découvrir la vérité, mais pour l'enterrer. J'ai vu les choses se dérouler en temps réel, a-t-il déclaré. Des gens de tous les secteurs au divertissement, droit, technologie, relations publiques tiraient tous les ficelles. Il ne s'agissait pas de justice, mais de préservation. Il se souvenait d'un dîner spécifique de 2017. Netflix venait de retirer Danny Della Ranch, mais le dîner n'était pas vraiment une question de spectacle, c'était une question de contrôle des dégâts. La salle était remplie de producteurs influents, d'avocats, de consultants en gestion de crise et même de l'un des avocats personnels de Didi. Au tribunal, des courriels divulgués montraient qu'Ashton proposait de gérer la situation. Je pensais être un ami, dit-il doucement. Mais en réalité, je contribuais à dissimuler quelque chose d'horrible. Et puis il est allé plus loin, dans les ombres du système lui-même. Il a parlé d'une force dont beaucoup dans le secteur parlaient à voix basse, mais qu'il reconnaissait rarement à voix haute. Ce qu'ils appelaient l'équipe de nettoyage. Ce n'était pas une personne. C'était un processus. Un protocole. Il l'a exposé avec une simplicité effrayante. Argent pour le silence, des récompenses silencieuses pour faire taire le bruit. Opportunités et des emplois, des rôles, des contrats de promotion destinés à rediriger et à distraire. La liste noire, l'exil silencieux réservé à ceux qui refusaient de jouer le jeu. Certains ont eu une Tesla, dit Ashton avec un sourire sinistre. D'autres ont eu droit à une émission spéciale Netflix. Et d'autres ont tout simplement arrêté de recevoir des appels. La salle s'est penchée, non plus captivée par le scandale, mais par la structure, par la prise de conscience qu'il ne s'agissait pas de quelques hommes mauvais, mais de la façon dont ils ont été autorisés à agir sans contrôle pendant si longtemps. Puis est arrivée l'histoire qui a stupéfié même les observateurs les plus blasés du tribunal. C'était en 2015, a-t-il dit. Une réunion privée à l'étranger ou sur invitation uniquement, pas de presse, pas de fuite. Au cours de la nuit, une femme s'est effondrée dans l'une des pièces. Urgence médicale. Inquiétant. Puis soudain, le silence. Les forces de sécurité sont descendues comme des fantômes, rapides, silencieuses, chirurgicales. Le lendemain matin, la pièce où l'incident s'était produit avait été complètement transformée. Les murs avaient été décapés et les sols refaits. J'ai vu le plan moi-même, a déclaré Ashton au jury. Ils ont remplacé une section entière par du verre réfléchissant, comme si de rien n'était. Ce n'était pas seulement une question de relations publiques. C'était un effacement. Et cela l'a profondément ébranlé. Puis vint 2019. Les accusations s'accumulaient. Procès, témoignages. Danny était dans une spirale infernale. Ashton reçut un appel un soir. Danny était paniqué. Sa voix était brisée par la peur. Puis il prononça la phrase qui allait hanter Ashton à jamais. Si je tombe, je ne serai pas seul. Tu sais qui signe les chèques. Il n'y avait pas besoin de précision. Tout le monde dans leur entourage savait exactement de qui il parlait. C'est là que j'ai compris, a déclaré Ashton. Ce n'était plus de la fraternité. C'était de l'extorsion déguisée en loyauté. À partir de ce moment-là, il commença à se dégager. Lentement. Prudemment. Il a coupé les appels. Il s'est retiré des investissements communs. Il a fermé des entreprises. Il a supprimé des années de photos, de mails, de dossiers ou tout ce qui le liait au réseau. Mais même là, ce n'était pas suffisant. En 2021, il pensait être libre. Il ne l'était pas. Début 2022, Mila, sa femme, a reçu quelque chose d'étrange. Ce n'était pas une menace. Pas au sens traditionnel du terme. Juste une photo. Elle la montrait avec ses enfants au parc, sur le vif et récemment. En dessous se trouvait une phrase énigmatique,
tiré d'un contrat qu'elle n'avait jamais signé. Ce n'était pas une menace, dit Ashton d'une voix plus dure. C'était un rappel. Même si on quitte la fête ne nous quitte jamais vraiment. C'était là, le point de rupture. La ligne qui le propulsait de la peur à la résolution. J'en avais assez de m'effacer, a-t-il déclaré au jury, la voix brisée. Parce que chaque jour où je gardais le silence, je n'étais pas seulement complice, je devenais l'un d'eux. Il commença à écrire des lettres. Non pas pour s'excuser, mais pour reconnaître. Pour dire, je le vois maintenant. Tout. Puis vint le moment final. Ashton se tourna vers le juge. Il n'y avait aucune réticence. Seulement de la détermination. Si le tribunal a besoin de quoi que ce soit au nom, dossier, reçu, je ne me battrai pas. J'ai passé trop de temps à me battre pour les mauvaises personnes. Il a quitté la tribune. Il n'eut pas besoin d'ajouter un mot. La salle avait déjà compris. L'illusion s'était brisée. La salle d'audience scintillante, autrefois remplie de célébrités et de prestige, semblait désormais dépouillée d'un espace peuplé de gens qui en savaient trop et en disaient trop peu, depuis bien trop longtemps. Et même si Ashton a quitté la barre, ses paroles sont restées comme de la fumée. Même pendant la pause, le silence régnait. Les journalistes restaient muets. L'équipe juridique de Didi restait immobile. Didi lui-même restait immobile. Car le mal était déjà fait. Et quelque chose d'irréversible avait commencé. Pendant 9 jours, le procès a été une affaire de documents, d'accusations et d'ombre. Mais maintenant, il avait un visage. Une voix. Une confession. Et dès l'instant où Ashton a quitté le box des témoins, les répercussions ont commencé. Les murmures se sont transformés en appels téléphoniques. Les appels téléphoniques se sont transformés en réunions d'urgence. De Los Angeles à Manhattan, les attachés de presse ont disparu. Les célébrités ont discrètement nettoyé leurs réseaux sociaux. Les avocats ont commencé à se protéger. Et Didi? Il resta immobile, la mâchoire serrée, les yeux fixés devant lui, comme un homme regardant le feu atteindre sa porte, sachant qu'il n'y a plus de porte à franchir. Il n'aurait jamais rien dit, a murmuré un sténographe judiciaire. Mais maintenant qu'Ashton a parlé, ils sont tous terrifiés. Un ancien associé de l'équipe de Baboy aurait demandé la protection du gouvernement fédéral. Un autre a contacté les enquêteurs avant même la fin de la séance. L'accusation ne poursuivait plus les fantômes. Les fantômes s'avançaient.